Coucou, me voilà pour la suite du rassemblement. Ça va être une vidéo où je vais surtout parler de ce qui m'a marqué en rencontrant des personnes sur le chemin. Forcément, quand on voyage seul, on rencontre beaucoup de monde et du coup à Sedona, j'ai rencontré pas mal de monde et pas mal de collègues parce qu'évidemment il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à l'énergie, qui travaillent dedans. J'ai rencontré pas des Américaines à Sedona, j'ai rencontré pas mal d'Américains à Los Angeles, mais à Sedona, j'ai surtout rencontré soit des Européens, soit des Asiatiques, en fait. Faut vraiment imaginer que c'est hyper cosmopolite. Et il y a une chose qui m'a marqué du coup en discutant avec les filles d'Europe, c'est que voilà, on discutait un petit peu de tout, de rien, et on a parlé du confinement, du Covid, la situation médicale, on va dire, dans nos pays et comment ça se referme. Et j'expliquais un peu comment ça se passe en France et effectivement ils ont le même mouvement en l'occurrence en Espagne, en Allemagne et au Danemark du coup où il y a c'est-à-dire que tout ce qui est un peu alternatif est de plus en plus fliqué, etc. En fait c'est vraiment on partageait un petit peu nos infos de chacun de nos pays et il y a vraiment quelque chose qui se resserre et qui s'est vraiment resserré avec le confinement. Donc voilà, d'une certaine manière, je le sais, mais c'est différent de rencontrer des gens et que eux-mêmes, ils ont des exemples concrets autour d'eux, dans la vie concrète et matérielle, de ce genre de choses. Par contre, il y a un truc qui m'a super. Ils m'ont dit ah oui, vous, votre système de santé, c'est un peu la merde, en fait. Et ils étaient tous unanimes. C'est-à-dire, leur perception, c'est que notre système français médical, ça ne va pas du tout. Et c'est horrible. Alors du coup, on disait bah oui, à l'allemande, on disait bah oui, non mais vous, ça va, vous êtes quand même. Et nous expliquait que ça se refermait, qu'il y avait de moins en moins de liberté, mais ils ont quand même en fait des choses très, on va dire, alternatives, qui sont toujours remboursées par la sécurité sociale. Le terme c'est Practica, voilà, c'est-à-dire que tu as il y a quand même des soins alternatifs que nous, on est à des années-lumière qui vont être mis sous l'appellation secte, alors qu'en Allemagne, c'est complètement et totalement voilà, remboursé par la sécurité sociale. Il n'y avait pas de Suisse, il n'y avait pas de Suisse avec nous, mais en Suisse aussi, ils ont pas mal un système de santé qui est plutôt pas mal en termes d'ouverture voilà, sur d'autres pratiques et sur la notion de bien-être. Et c'était assez étonnant parce que moi je le sais, et moi-même dans mon parcours de santé personnelle, j'ai bataillé et vraiment l'abus en France, c'est juste un truc absolument incroyable en fait, parce que j'ai vu des médecins en dehors de la France, ou même dans les dom-toms, la situation elle est différente. Il y a le biais raciste qui est là pour moi. Je ne suis pas du tout traitée de la même manière quand je suis dans les dom-toms, quand je suis en France. Et j'ai eu à consulter en Espagne. On m'avait dit, tu verras, les médecins espagnols, ils sont super sympas et effectivement, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, la manière dont tu discutes, le positionnement interne du médecin, il est humain, il est bienveillant. En l'occurrence, une fois, le médecin, je suis allée voir un médecin à Barcelone, il m'a gardé une heure et demie avec moi. J'avais payé, certes, c'était une clinique privée, sauf qu'en France, j'ai déjà payé aussi cher dans des cliniques privées pour être expédié en 10 minutes. Et là, le gars, il m'a gardé une heure et demie, en fait, du coup. Donc, et extrêmement humain, c'était pas juste pour combler les une heure et demie. On a fini, il était plus de 21 heures, il était clairement en train de prendre du temps sur son temps perso. Et voilà, ce truc-là, je pense qu'il y a encore quelques médecins de campagne, encore quelques médecins consciencieux qui le font. Mais voilà, la majorité du temps, moi-même, j'ai des amis d'enfance qui sont médecins, ils sont complètement. C'est fou de voir des gens qui sont intelligents, mais qui sont quand même complètement formatés par le système. Enfin, voilà, pour revenir à Sedona, voilà, c'était tous unanimes que, oh là là, mon Dieu, vous avez votre système de santé, il est horrible, et c'est beaucoup dans l'abus, et c'est beaucoup les médicaments, et c'est complètement à la botte de Big Pharma, etc. Ils avaient même si ça existe aussi dans leur pays, hein, mais ils avaient vraiment cette idée-là. Et aussi que de plus en plus, on n'a plus accès aux soins, en fait, tout simplement, à l'heure actuelle, en fait. Ça, c'était la première chose qui m'a plutôt marquée. La deuxième chose qui est venue sur le tapis, là je vais parler de choses assez concrètes dans cette vidéo de la vie matérielle, c'est que les filles, toutes les nénettes, sans que moi j'ai mis le sujet sur la table, je sais garder ma langue dans ma poche quand je rencontre des nouvelles personnes,
toutes, elles m'ont parlé d'abus qu'elles ont subis, d'agressions sexuelles avec des chamans, avec des thérapeutes, avec des gens qui les ont accompagnées en fait. Et dans des situations un peu de trauma non réglées où elles en parlent sans ressentir la gravité de la situation, genre ah oui c'est un petit truc comme ça et tout. Enfin voilà, que l'agression sexuelle et que ça renforce, parce que si vous avez suivi les premières vidéos, moi je suis arrivée à Sedona, j'étais énervée comme pas possible parce que la nénette là, elle voulait m'appeler pour me parler de guide égyptien, ça va pas, moi j'avais déjà compris que ça va pas, tous les signes avant-coureurs ils étaient là et je lui avais déjà dit et elle m'avait pas entendu. Et en l'occurrence, je vais remettre dans un contexte simple. Par exemple, si vous allez voir un psy, si le psy il vous drague et il cherche à coucher avec vous, tout le monde comprend normalement que la situation ne va pas. Pourquoi dans un voyage initiatique, si le guide il veut coucher avec quelqu'un du groupe, il n'y a pas le même... pourquoi ça choque moins les gens en fait? Je comprends pas pourquoi ça choque. C'est le même principe, tu es encadrant, c'est toi qui poses la sécurité, et même si tu n'es pas psy, quand tu es dans l'accompagnement, il y a un rapport qui est biaisé entre toi et les personnes, de la même manière qu'il y a un rapport d'autorité, je ne sais pas si on peut dire d'autorité, mais il y a un rapport qui est biaisé entre le psy et la personne en fait, qui vient voir le psy. Donc dans ces cas-là, il ne doit pas y avoir d'autres relationnels qui se mettent en place en fait. Voilà, je vais faire une vidéo spécifique sur la question parce que j'en peux plus. Mais du coup, j'avais bien observé que voilà, la première, j'avais eu un premier passage à Sedona sur les vortex faciles d'accès, et après quand je suis allée là où je devais aller et que je suis allée en rando, donc c'était Boynton Canyon, donc c'est ce jour-là où ça s'est posé, ce truc-là, où cet énervement contre les abus, j'en peux plus, etc. Et des abus de manière... L'abus était aussi vis-à-vis de moi, mais je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, et du coup moi je me mets en colère, je dis stop quoi, la personne ne pige pas, je ne sais pas si elle pige pas ou c'est juste qu'elle est tout le temps tellement dans l'abus qu'elle ne voit pas où est l'abus, ou elle est tellement dans une matrice d'abus qu'elle ne capte pas. En tout cas vraiment de la prédation et cette notion de je me sers, et pas de notion de respect, pas de notion de limite, etc. Et la personne ne se rend pas compte, la personne ne se rend pas du tout compte. Et je ferai une vidéo spécifique sur la question, parce que du coup j'ai eu d'autres témoignages, comme j'ai passé un petit coup de gueule, j'ai dit j'étais super énervée, j'ai d'autres témoignages à nouveau qui sont venus à moi de personnes qui ont aussi vécu des choses anormales dans des voyages initiatiques en Égypte ou sur d'autres destinations. Et je ne comprends pas, les personnes d'Europe ou de France qui mènent ces voyages, ils cherchent systématiquement à étouffer, à ce que ça ne se sache pas ce qui se passe à l'intérieur. En fait, il y a un énorme déni, il y a une omerta absolument incroyable, j'ai l'impression, sur tous les voyages initiatiques, parce que je ne crois pas qu'il y a personne qui allait en voyage initiatique qui m'a dit il ne s'est rien passé. Parfois, c'est entre participants aussi. C'est un tel... il y a un gars, il est thérapeute, il est super connu. Et je sais qu'il il a harcelé littéralement une personne pendant tout un voyage initiatique. La personne qui était guide de ce voyage ne s'est jamais interposée. C'était flagrant, ça se voyait, etc. Et c'est... Voilà, les limites... aussi, il y a plein de gens qui ne sont pas formés au harcèlement, qui ne savent pas positionner des limites. Et puis, il y a tout ce gloubli-gloubla de... on va laisser vivre les choses, etc. On va pas positionner. Voilà. Et j'emmène en voyage initiatique, mais je suis pas garant de sécurité, je m'en fous de ce qui se passe. Voilà. Et chacun est adulte et chacun vit ce qu'il doit vivre. Voilà. C'est un peu ce qui se passe en vrai dans ces situations-là. Bref, voilà. Donc les nénettes, donc là il y avait une espagnole, une allemande et une fille du Danemark. Et elles ont toutes raconté, c'est venu comme ça. C'était 2 jours après Boynton Canyon. J'ai écouté, j'ai rien dit. Moi j'aime bien, j'écoute. j'écoute, j'ai dit, je note, j'ai dit ok, ça vient en synchronicité juste après ça. Ça vient de me confirmer que c'est pas en France, que c'est généralisé, que c'est courant. Ce n'est pas une loi de l'attraction, ce n'est pas un biais cognitif de ma part, c'est juste absolument et totalement répandu. Et ça pose de vraies questions sur comment on va s'organiser dans le futur, dans nos métiers, pour qu'on soit respecté, pour gagner en crédibilité.
sur l'accompagnement, dénoncer toutes ces pratiques-là, former de manière correcte d'un point de vue éthique pour les personnes qui accompagnent, dénoncer, il va falloir faire le tri dans toutes ces personnes qui, dans l'accompagnement, sont dans l'abus, qu'elles en soient conscientes ou qu'elles n'en sont pas, et qu'elles n'en soient pas conscientes en fait. Donc c'était intéressant. Je me dis ok, je suis pas en train de m'énerver, je suis pas en train de m'énerver pour rien. C'était très 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 intéressant. J'avais dit qu'il y avait 2 points, mais il y a un autre point dont je vais vous parler également. C'est que j'ai dormi chez une Coréenne qui est installée à Sedona. Et donc elle connaît le chamanisme, elle connaît les spiritualités occidentales, mais elle vient de la spiritualité coréenne. Alors forcément, moi j'étais hyper curieuse, je lui ai posé un milliard de questions. Et c'était très intéressant parce que je retrouvais la même la même distinction entre ce qui correspond au chamanisme, et ils ont un mot spécifique et je ne vais pas réussir à le redire, mais en même temps le mot chamanisme est plus adéquat parce qu'on n'est pas très loin de la Mongolie et qu'il y a certainement des pratiques plus proches des pratiques mongoles, parce que je rappelle, le mot chaman il vient de Mongolie à la base. Et du coup, c'était très intéressant parce que d'elle-même, elle m'a décrit du fait qu'il y a des pratiques chamaniques et que les chamans, ils sont plutôt en lien avec les esprits et qu'ils ne font pas forcément de travail sur eux-mêmes, ils ne cherchent pas forcément à être une bonne personne. Et qu'il y a l'autre versant qui est ce qu'elle a nommé, elle, spiritualité. On a parlé en anglais, hein, donc du coup, j'ai pas les mots en coréen, je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à les retenir, et qu'il y a l'autre versant spiritualité qui est ancrée soit dans le taoïsme, soit dans le bouddhisme. Et elle me faisait souligner que les personnes des familles nobles, les notables, c'est-à-dire les personnes plutôt riches, ont tendance à être beaucoup plus dans la spiritualité en fait. Et alors c'était marrant parce que j'ai une grosse réflexion, peut-être que vous l'avez vu à travers mes posts si vous suivez, sur, j'avais souligné que pourquoi on va chercher des spiritualités ailleurs alors qu'il y a encore ce qui a pu être sauvé de la chasse aux sorcières, on va dire, et de notre spiritualité locale, de ce qui est vraiment ancré dans le territoire et qui a d'une certaine manière une âme parce que c'est extrêmement vieux. C'est, à mon sens, peut-être qu'il y en a dans les villes, mais tous les guérisseurs des campagnes qui font des trucs que parfois on ne comprend pas nous-mêmes, qui sont un peu chelous, et qui peuvent être mis sous plein de stéréotypes, etc. Et qui effectivement ne sont pas toujours expliqués. Voilà, moi j'ai des grands-mères, donc un pied en Guadeloupe, un pied en France, qui n'expliquaient pas forcément ce qu'elles faisaient. Alors il y avait une suspicion effectivement, on va dire une forme de méfiance à très clairement expliquer, mais sinon il y avait, à mon sens, il y a quelque chose de l'ordre très instinctif parce que ça vient d'un monde, ces vieilles racines, si je parle de la France, parce que pour les racines guadeloupéennes c'est multicontinental, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ce qui est de la France, c'est quelque chose qui vient d'un monde qui n'était pas rationnel en fait. La rationalité, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, la plupart des gens qui sont très rationnels et très athées, ils vont se référer à des auteurs et à toute une science de la pensée qui naît aux alentours du 15e, 16e siècle, etc. Et cette pensée-là, elle est inhérente, elle est concomitante, et certains chercheurs disent très en lien avec la chasse aux sorcières. Et pourquoi à un moment donné, il a fallu combattre non pas forcément que les pratiques des sorcières, de ce qui a été mis sous l'appellation sorcière, mais une manière de penser. C'est une manière de penser, c'est une manière de vivre, etc. Et cette manière de vivre, elle est à l'opposé, et c'est-à-dire que notre manière de penser a été façonnée par cette manière de penser logique, rationnelle, etc. Concrètement, ça s'est plus ou moins construit contre en fait l'ancienne manière de penser qui est irrationnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe et je ne suis pas moi-même spécialiste sur la question. Je vous renvoie aux théories de Silvia Federici. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Vraiment, ça reste une hypothèse parce que ça ne fait pas consensus. Il y a des personnes qui disent que c'est pas raccord, etc. Notamment parce que Silvia Federici, elle se positionne très clairement dans une méthodologie qui est
un petit peu nouvelle au moment où elle a écrit ses livres en fait. Et, et du coup, c'est très intéressant parce que c'est plus documenté, c'est plus cette distinction entre chamanisme et une autre spiritualité qui se détache. C'est comme si il y a une spiritualité ancienne partout. Il y a des réminiscences un petit peu partout qui sont très anciennes. Parce qu'en Europe, il y a genre le celtisme, les Gaulois, et entre les deux, il n'y a rien. Sauf qu'il y a eu la chasse aux sorcières, il y a bien quelque chose qui n'allait pas. Il est pas. On ne sait pas, est-ce que c'était que des pratiques magiques ou voilà. Moi j'ai tendance à penser que c'est plus un ancien monde ou une manière de fonctionner, etc. Donc non capitaliste et fondamentalement communautaire et qui ne sépare pas l'homme de la nature aussi, à mon sens. Alors il y a différents auteurs qui ont écrit sur la question, il faut aller voir du côté de tous les auteurs de l'écoféminisme. C'est en débat, il y a des auteurs qui ne sont pas d'accord. Je suis désolée, il y a du vent, donc je pense qu'il va y avoir du bruit dans le micro. Les aléas de faire des vidéos en extérieur, le vent se calme un petit peu. Et voilà, ça reste à l'état de questionnement. J'ai un gros questionnement qui se positionne là-dessus, et ce questionnement, il s'est vraiment intensifié, et dans mes lectures, dans ce que je vais chercher comme information et dans ce qui vient comme information à moi, clairement, ça me parle de ça, parce que quand je vais à Vézelec, ça me dit il faut aller chercher les vieilles racines. Il y a du celtique, alors, il y a ce qu'on identifie de nous comme celtique qui est très ancien, mais entre l'an 2000, quand voilà, les Celtes, à un moment donné, ils ont disparu, où leur savoir, leur culture a transmuté, s'est mélangé avec d'autres cultures, qu'est-ce qui a perduré pendant tout ce temps-là? Et du coup, on est dans des cultures de l'oralité, on est dans des cultures qui ne sont pas rationnelles, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est la manière dont travaillent les anciens dans toutes les campagnes en fait. Il y a beaucoup d'anciens dans les campagnes qui sont en train de mourir. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont confirmé en mettant des messages sur la question qu'il y a des endroits où les transmissions se font encore, donc c'est chouette, du coup voilà, c'est pas complètement en train de disparaître, mais pourquoi on ne donne pas des lettres de noblesse à ces personnes-là? Pourquoi on va chercher d'autres spiritualités qui sont explicatives et j'ai envie de dire un petit peu mentalisées? Et c'est très intéressant de me dire, ok, il y a cette espèce de distinction aussi en Corée en fait. Parce que moi je connais bien cette distinction-là du côté de la Guadeloupe, parce que il y a un moment c'est assez clair que, pardon, j'essaye de rapprocher parce qu'avec le vent, j'ai peur que vous n'entendiez pas. Ça souffle fort. Et en Guadeloupe, c'est-à-dire sur tous les espaces coloniaux, ça est très identifié. C'est-à-dire que toutes les pratiques qui n'étaient pas le catholicisme et qui étaient vraiment identitaires et qui constituaient un socle important de l'identité des gens et de la culture des gens, il fallait l'attaquer. Donc toutes les pratiques magiques ont été diabolisées, en fait, sur tous les espaces coloniaux, c'est-à-dire un peu partout dans le monde. Hein. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a eu cette espèce de matrice de la chasse aux sorcières en Europe, et que quand on est allé coloniser le monde, on a un petit peu exporté le modèle en fait de la chasse aux sorcières. Ça permettait de diaboliser les gens, ça permettait de participer à leur acculturation, et donc à saper, on va dire, leur capacité de résilience, de révolte, etc. Voilà, fort heureusement qu'il n'a pas toujours marché. Et je me dis que c'est quand même assez intéressant, c'est pareil, je me dis pourquoi on ne s'intéresse pas aux guérisseurs de nos campagnes en fait, pourquoi on va tous, beaucoup de gens, on va chercher de la spiritualité ailleurs, parce qu'effectivement on a un énorme trou noir chez nous en fait, et en Europe je veux dire, et pourquoi on va chercher un petit peu partout dans le monde, et pourquoi on ne cherche pas un vieux coupeur de feu dans la campagne, et pourquoi on ne va pas lui demander à être enseigné, ça serait très informel, ça serait pas, il n'y aurait pas de CPF, il n'y aurait pas de formation certifiante sur ce genre de choses. Et c'est-à-dire que ce que je veux dire à travers ça, c'est que ces personnes-là ne sont pas reconnues. C'est comme si elles sont toujours invisibles en fait. Et où il y a comme une forme de c'est pas sérieux, parce que c'est pas expliqué, etc. Mais c'est comme cette distinction. Je trouve qu'il y a quelque chose de similaire dans la distinction entre chamanisme, ok, c'est que les esprits, comme si ça a été diabolisé un petit moment.
les esprits, la majorité, ils sont dans la nature. Pourquoi à un moment on diabolise le fait d'être concrètement en lien avec la nature et qu'on va plus sur d'autres spiritualités en fait. Alors vraiment c'est une sphère culturelle que je connais pas, donc c'est vraiment une hypothèse que je pose, mais c'est vraiment une réflexion que j'ai vraiment qui est centrale et qui émerge depuis sur, sur comment s'est organisé le patriarcat en Europe. Pourquoi il y a plein de femmes qui se rendent pas compte du patriarcat, ça me rend dingo. Et, et le patriarcat et le capitalisme, comment tout ce monde-là dans lequel on vit à l'heure actuelle, il s'organise. Et il y a plein de gens qui disent ah notre monde ça va pas et tout, mais en fait il faut étudier ça, il faut étudier la mondialisation, il faut étudier le capitalisme. Vous allez arrêter de croire que vous avez un problème de rejet, un problème de blessure, que vous avez un sentiment d'abandon parce que vous vous sentez seul. On vit dans une société qui est déstructurée, qui est atomisée. C'est le résultat de mise en place et de tout un tas de pensées depuis un petit moment. Voilà, je ne veux pas être complotiste, mais il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui ont envie que ça aille dans une direction et qui arrivent à un moment donné dans l'histoire à faire en sorte que ça aille dans une direction. Voilà. Et parfois ça marche pas, etc. Donc je me suis toujours dit, même en France, si on va chercher nos racines, on a les Celtes où au 19e siècle, on a les auteurs parisiens, on va dire, pour la plupart, pas toujours parisiens, donc les grands auteurs c'est Blavatsky, c'est Edgar Cayce, on va dire que c'est pas que français, on est sur un milieu bourgeois en fait, on est sur des personnes, c'est comme s'il y a une coupure, ces personnes-là ne connaissent pas les guérisseurs des campagnes en fait, il y a une espèce de scission, c'est comme si c'est pas le même peuple en fait. Si on prend la France, quelqu'un qui étudie l'anthroposophie, la théosophie au XIXe siècle à Paris, et le guérisseur qui continue tranquillement à faire ses trucs, je ne sais pas, dans la fin fond de la Vendée, prenons cet exemple-là, et c'est deux mondes complètement opposés, et c'est deux mondes qui sont complètement hiérarchisés et en domination totale en fait. Je peux en parler parce que j'ai creusé sur l'histoire familiale. Donc dans mon histoire familiale, il y avait des guérisseuses. C'était des gens qui étaient extrêmement pauvres. C'est des gens qui avaient un petit peu de capacité de se rebeller, mais qui étaient vraiment dans l'admiration totale et la soumission totale à tout ce qui était notable en fait. Donc quand il y avait encore les châtelains, les aristocrates qui étaient encore là, et souvent dans ma famille, ils ont travaillé dans les châteaux comme domestiques. Les femmes, comme il n'y avait pas assez à manger sur les fermes, c'était tous des paysans. Quand ils pouvaient se faire embaucher au château, c'était on va dire, la possibilité, c'était la seule possibilité qu'ils avaient de trouver du travail ou d'arrondir un petit peu les fins de mois. Voilà, avec tous les rapports de domination qu'il pouvait y avoir là-dessus. Je ne crois pas du tout à la légende vendéenne qui disent oui, pendant quand les Chouans se sont rebellés, pendant les guerres de Vendée, les châtelains et le peuple ils se sont liés, etc. Je trouve que c'est une belle légende dorée. Quand on sait au XIXe siècle comment étaient les rapports de domination entre justement cette aristocratie qui est souvent restée aristocratie, ou parfois qui s'est un peu modifiée avec révolution contre révolution, révolution contre révolution. Il y a eu des petites modifications, mais sur le territoire vendéen notamment, les vieilles familles sont restées en place, beaucoup. Et quand on voit au XIXe siècle comment sont ces rapports de domination, quand on nous vend la guerre de Vendée en disant oui, ils étaient tous unis, ils étaient tous ensemble, et on voit et aussi quand tu vois le résultat du paternalisme au XXIe siècle, comment il est super toujours en place, et comment le rapport de domination, il y a plein de gens qui ne le captent pas alors qu'il est complètement là, j'ai dit voilà, ça tient pas. Donc je reviens, c'est cette notion de comment c'est tellement scindé entre comment la spiritualité s'est recréée au 19e siècle, en allant chercher effectivement un petit peu partout à droite à gauche, et on est complètement dans cette notion. Le voyage, le tourisme est né dans l'aristocratie. 17e siècle, 16e, 18e siècle, pardon. Je reprends mes esprits. J'ai une petite bête qui s'est posée sur moi. Voilà, au temps des Lumières, c'était dans l'aristocratie, il fallait aller voyager en Europe, il fallait aller, voilà, c'est les prémices du voyage en Égypte, c'est les prémices de voyage un petit peu plus loin, en Grèce, dans la mer Méditerranée, etc. Donc ce sont les personnes riches qui ont les moyens de faire ça. Les autres, ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent au champ pour avoir à manger, travailler dans les villes, dans les usines, en tant qu'artisans. On n'a pas le temps de faire des pauses et encore moins de se déplacer parce que ça demande beaucoup d'argent.
Et donc cette matrice de pensée du tourisme, elle est très dans cette pensée-là de l'aristocratie, et c'est vraiment dans le sens où ce sont des cultures, ce sont des manières de penser, ce sont des systèmes de valeurs qui sont différents, donc qui façonnent, on va dire, la manière de faire en fait. Et que toute cette spiritualité, elle se réancre au 19e siècle, elle est réactivée au 19e siècle dans ces milieux-là, donc qui ont l'habitude de cette notion de voyager, d'aller, normalement ils se visitent entre familles riches, hein, du coup entre familles royales, entre familles de nobles, etc. Donc ça c'est à l'époque des Lumières, et ça perdure aussi bien entendu après. Et donc la théorisation de la spiritualité européenne à l'époque moderne, 19e siècle, elle s'ancre beaucoup dans cette structure-là moderne. Et l'autre côté de la spiritualité, des campagnes, peut-être qu'il y en avait aussi en ville qui ont perduré, mais voilà, j'ai moins de connaissances, on va dire, sur la question. Coupeurs de feu, rebouteux, etc. Ce n'est pas beaucoup documenté, à part des très rares auteurs qui s'y sont intéressés, et notamment une des personnes les plus une queer avant l'heure, féministe avant l'heure, George Sand, du coup, voilà, qui était une femme mais qui a beaucoup cassé les codes à son époque, et c'est une des rares auteurs du 19e siècle, il y en a d'autres également, qui se sont intéressés vraiment à ce qui se passait dans les campagnes, à ces savoirs-là, à toutes ces légendes, etc. Voilà. Et donc, je retrouve donc cette scission en Guadeloupe entre c'est les pratiques traditionnelles qui sont diabolisées, c'est pour faire le mal, etc. Oui, t'es esclave, qu'est-ce que tu fais? C'est avec ta pratique spirituelle. Moi, ça me paraît normal de s'énerver, d'apprendre à jeter des sorts. Et de retrouver assez souvent cette distinction entre une spiritualité qui serait bonne et juste et des pratiques traditionnelles. Bon, je pourrais mettre le mot chamanique, mais j'aime pas, parce que chamanisme, normalement, c'est que la Mongolie. Et d'autres pratiques, on va dire, je vais mettre le mot traditionnel, ancienne, antique, pour dire que c'est plus vieux, qui sont très en lien avec la nature, qui sont en lien avec l'environnement, avec le vivant, les animaux, qui ont tendance à ne pas séparer forcément tout ça, et donc qui n'ont pas peur des esprits, de penser qu'il y a plein d'esprits dans la nature, il y a plein d'esprits autour de nous, et que toujours, cette notion-là, elle est toujours un petit peu... il y a toujours un petit peu un doute, une peur, de genre c'est mal, dans les pays arabes, voilà, les esprits, les genoux, etc. Alors, je dis de manière rapide, parce que je ne connais pas vraiment. Si vous êtes de ces cultures-là, n'hésitez pas à mettre des précisions en commentaire. Et je fais des généralités, et bien sûr, c'est jamais aussi simple, mais je trouve assez intéressant de retrouver cette scission-là, en fait, entre, il y aurait une bonne spiritualité d'un côté, il y aurait des spiritualités qui travaillent avec les esprits qui seraient mauvaises en fait. Alors voilà, moi c'était juste une personne qui m'a parlé de sa vision de la spiritualité, et je trouvais ça très juste, parce que c'est vrai que et c'est là aussi où tous les hommes médecine d'Amérique latine, il faut se méfier, parce qu'ils ont peut-être beaucoup de pouvoir d'un point de vue magie ou énergie, mais il n'y a pas le souci de bien, de mal, de travailler sur soi, etc. En Amérique du Nord, il y a certaines tribus et certaines traditions voilà, où il y a vraiment la notion d'apprendre à se connaître, etc. Mais c'est pas forcément dans toutes les sociétés traditionnelles en fait. Ça peut se comprendre parce que dans des sociétés traditionnelles qui fonctionnaient que généralement sur le communautarisme, l'individualité était moins importante. Le fait les compétences de savoir vivre ensemble étaient peut-être plus importantes que se connaître soi-même, être individuel, etc. Voilà, ça reste à l'état de réflexion. Je vous les partage. C'est tout un tas de réflexions qui tournent autour de c'est quoi nos racines en France, comment on accepte aussi l'héritage du catholicisme qui est là. Moi, quand j'emmène à la Sainte-Baume, quand j'emmène à Vézelay, voilà, j'aime être en respect avec les gardiens et les catholiques qui sont les gardiens des lieux, même si voilà, je peux avoir un esprit critique. Je suis professeur d'histoire, donc le catholicisme, historiquement, voilà, il y a beaucoup de distance à prendre avec, on va dire, ce que les hommes ont fait de la religion. On va prendre ça dans ce sens-là. Et voilà, beaucoup de réflexions sur ces anciennetés. Donc voilà, et je trouvais ça très intéressant que voilà, il y a cette thématique-là qui soit venue à ce moment-là, donc la thématique de l'abus qui revenait, qui était vraiment au centre des choses. Et cette distinction entre les anciennes traditions, la nouvelle spiritualité,
qui me paraît très ancrée avec une culture de l'élite, comme s'il y a une culture de l'élite et une culture plus populaire et qu'il y a une espèce de scission entre les deux. Ça ramène à des histoires de rapports de domination et donc d'abus en fait. Donc je vais continuer mes lectures, je vais voir où est-ce que ça me mène. Je pense qu'au fur et à mesure, je trouve des lectures qui valident un petit peu mes interrogations. Donc c'est toujours rassurant. Là, j'avais une grosse interrogation sur... je ferai peut-être une vidéo spécifique là-dessus. Parce que quand je suis allée en Inde, j'ai fait le programme Varanasi, donc il y avait vraiment cette notion de mourir, de se laisser mourir. C'est un programme qui est disponible si vous avez besoin de faire des resets et lâcher des gros trucs. Ça marche bien. Mais ce qui était fou, c'est que je ne pouvais pas manger du sucre raffiné, vraiment très 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 peu. Parce que dès que je mangeais du sucre, j'avais des douleurs carrément dans l'utérus en fait. Ça me déclenchait des crampes. Donc je ne mangeais quasiment pas de sucre ou que du sucre non raffiné, rapadura, miel, etc. Ça ne passait pas. Et en fait, quand je suis allée en Inde, donc j'ai vécu ce que j'avais à vivre à Varanasi. Et surtout, symboliquement, j'ai ramené mes ancêtres indiens qui avaient été déplacés dans des conditions de merde à la limite de l'esclavage et qui avaient vécu à la limite de l'esclavage en Guadeloupe. Non, ils étaient censés être des travailleurs, mais au final, c'était quasiment de l'esclavage pour travailler dans le champ de canne. Et c'était des ancêtres qui n'étaient pas en paix avec les choix qu'ils avaient faits de leur vivant. Voilà, si vous avez suivi le carnet de bord de Varanasi, c'était très intéressant de discuter avec certains ancêtres de mes ancêtres indiens et hindous qui étaient vraiment ancrés dans le patriarcat de manière folle et qui ils m'ont ouvert les yeux sur certains aspects du patriarcat. Mais quand même, je me suis quand même dit c'est de la merde le patriarcat parce que du coup c'est tout sur leurs épaules, etc. Et ça va pas. Et le fait de les ramener, c'est-à-dire de moi, guérir les mémoires cellulaires en moi par rapport au sucre, je me dis, tout d'un coup, dès l'Inde, j'ai remarqué que, ok, je peux manger du sucre, ça passe. Je vais un petit peu plus loin, ah, ça passe. Je remange du sucre, ça passe. Et en fait, depuis que je suis allée en Inde, je peux manger du sucre. Et donc, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a écrit une thèse pour expliquer à quel point le sucre est au cœur des mécanismes du capitalisme, de la servitude et de plein de trucs toxiques dans les rapports socio-économiques mondiaux. Donc il y a un auteur qui vient de sortir ça, donc il faut que je me procure son livre, c'est que en anglais. Et donc qui, je pense, va valider un petit peu cette notion de ce qui est fou, comment le sucre, c'est toxique pour nous, et que ça crée des tas de choses toxiques aussi dans les relations entre États, etc. Le sucre est à la place du commerce triangulaire, voilà, de tout ce système esclavagiste, et à d'autres époques aussi, dans l'Antiquité, il y avait déjà des choses par rapport à ça. Pardon, j'ai bugué. Comment quelque chose d'aussi doux, mais nous rend dans la dépendance, nous rend toxiques, et crée des tas d'abus et des tas de dominations, des trucs horribles, des crimes contre l'humanité dans le monde en fait. Ça va jusqu'à ce stade-là. Donc très intéressant. Voilà, donc souvent, quand j'ai des interrogations, parce que je n'aime pas sauter à des conclusions et partir du fait que si j'ai des intuitions, je le prends comme vérité, je prends le temps d'observer, de re-questionner, de tourner le truc dans tous les sens. Et généralement, je trouve un livre qui corrobore, voilà, des études et des recherches qui corroborent un petit peu mes doutes. Disons que c'est comme un doute, je préfère le questionner plutôt que le poser comme vérité. Voilà, j'espère que cette vidéo nourrira votre réflexion. Voilà, tout ce que je vous dis reste voilà, sous forme d'hypothèse, et même quand il y a des chercheurs, je vous citais Silvia Federici, sur cette idée-là qu'il y a une matrice de la pensée qui est inhérente à la chasse aux sorcières, et cette pensée-là, elle est encore très présente dans notre monde, et que c'est intéressant de s'en rendre compte. Voilà, que c'est discuté, ça fait pas consensus, mais voilà, j'ai lu en détail la thèse, ça a fait sens, j'ai trouvé que ça faisait sens, en tout cas pour moi. Voilà, donc moi je vous renseigne, quand vous avez des intuitions, essayez de revérifier dans la matière, souvent ça va corroborer. Moi je trouve ça génial parce que voilà, les bouquins arrivent avec les synchronicités, les signes, ça vient assez naturellement. Encore une de best. Et voilà, lisez. Si vous n'êtes pas des lecteurs, regardez des vidéos sur YouTube, il y a plein d'informations, trouvez les bonnes chaînes qui renseignent de manière concrète. Voilà, parce que le développement personnel, il met plein de choses sur le dos de l'individu, alors que ça ne dépend pas de l'individu, et que ça répond plutôt à des choses structurelles qui sont autour de nous. Et ça, la connaissance va vous aider à avancer très clairement. La connaissance
pour vous aider à avancer. Parfois, il n'y a pas toujours de solution parfaite. Comment vivre en dehors du capitalisme à l'heure actuelle et du patriarcat, ça reste des questionnements, ça reste des défis, des stratégies à développer. Comment vivre dans un monde de respect, de tolérance, de bienveillance, de partage, etc. Voilà, on a un petit peu de travail. Mais renseignez-vous. Ne restez pas que sur des livres de développement personnel, parce que les livres de développement personnel ne sont axés que sur l'individu, que sur l'intériorité. Donc ok, on peut travailler sur soi, c'est ok, sauf que c'est ce que veut le capitalisme, c'est qu'on soit que à regarder à l'intérieur de soi, qu'on ne s'organise pas, surtout pas entre nous. Ce que veut le capitalisme, ce que veut le néolibéralisme, pour contrôler les personnes, il faut qu'on soit séparés. Voilà, donc se connaître c'est bien, travailler sur soi c'est bien, mais voilà, travailler sur les 5 blessures, ça ne va pas résoudre tous vos problèmes. Il y a des choses à connaître à l'extérieur, à comprendre structurellement. Voilà, et moi, dans la guidance, c'est là où ça m'emmène, hein, très clairement. Regarde ça. Moi, je ne l'ai pas forcément partagé, mais à partir de 2021, ouais, je ne l'ai pas forcément partagé sur les réseaux. Très clairement, ça m'a dit, là, tu vas lire tous les bouquins de merde, c'est-à-dire les bouquins... Les livres sérieux sur la pédocriminalité, sur la pédophilie, sur tous les trucs dégueulasses et gore qui parlent de meurtre d'enfants, de trafic d'enfants, de trafic d'organes. Bref, j'ai mis le nez dedans. C'était dégueu, mais voilà, c'est édifiant. On vit dans ce monde-là. Ça m'a permis de comprendre tout un tas de choses. Voilà, je dis pas que vous avez à faire ça aussi, mais ne serait-ce que voilà, comprendre les mécanismes, les enjeux de la mondialisation, voilà, comprendre comment ça marche à l'heure actuelle, ça aide énormément à comprendre, parce qu'il y a des fois, on croit que c'est nous le problème, parfois on croit que c'est nous qui avons à régler un problème, mais en fait, pas forcément. Ça veut pas dire voilà, c'est toujours intéressant de continuer voilà, à œuvrer. Sur soi-même, à plonger à l'intérieur de soi, mais on va dire tout, on n'est pas responsable de tout. Et ça, le développement personnel a tendance à un petit peu à glisser sur une pente un petit peu chelou, qui a tendance à toujours tout ramener. Voilà, ça, il y a des choses que vous vivez. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas une vibration que vous avez en vous, ce n'est pas dans vos vies antérieures, ce n'est pas, ce n'est pas en lien avec vos multidimensions, rien avec votre âme, rien, c'est juste le monde dans lequel on vit, c'est tout. Il y a des fois c'est juste ça. Voilà. Parfois oui, il peut y avoir des résonances, parfois non. Voilà, il faut savoir. Bref, vous avez un cerveau, utilisez-le, réfléchissez, ne prenez pas comme argent comptant ce que je vous dis. Allez voir les références, allez chercher, il y a des livres, il y a des universitaires, c'est pas ceux qui sont à la télé qui sont intelligents, il y a des gens qui passent des années à travailler sur des sujets et donc voilà, qui ont des choses intéressantes à dire sur ça. On est à la chance, on a des résumés de tout ça sur internet, il y a des podcasts, il y a des chaînes intéressantes, voilà. Donc, renseignez-vous, le monde réel est là. Voilà, on accroche ses ceintures et on regarde la vérité en face. Voilà, c'était un petit peu voilà, l'objet de cette vidéo, je crois. Ça parlait que de matériel. Voilà, à bientôt.